Bonjour, il est 7h30, nous sommes vendredi et je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait 4 jours que j'étais dans le Grand Nord de la Russie, que je vous ai regardé. J'en ai vu 2 en direct et 2 en replay. J'ai vu absolument toutes les blagues de Pavel, tout ce qu'il a pu vous dire en vous disant que j'étais avec Shoigu, le ministre de la Défense, et Naryshkin, le chef du SVR, non? À la pêche. Tout ça était faux. On me demande comment est l'ambiance dans le Grand Nord. Elle est très différente de Moscou parce qu'évidemment, dans le Grand Nord, on est loin. On est loin de tout. Et donc, les événements sont beaucoup plus lointains. Donc, ils sont moins touchés par les sanctions aussi. Donc, ils sont quelque part beaucoup plus déconnectés que nous le sommes à Moscou. Alors, on me demande si le Grand Nord, c'est Sergueï Posad. Sergueï Posad, qui est à 70 km de Moscou. Dans le Grand Nord, c'est vraiment 300 km au nord du cercle polaire. Donc, c'est beaucoup plus au nord que cela. Voilà. Donc, mais vous m'avez manqué, donc je suis ravi d'être de retour et d'être à nouveau avec vous, de retrouver Arnaud, Igor et Pavel, sans compter tous ceux qui sont autour de la table et que vous ne voyez pas pour l'instant. D'ailleurs, aujourd'hui, nous aurons un invité surprise. Mais Arnaud, donc plaisir de te retrouver, mais je sais qu'il se passe un certain nombre de choses aujourd'hui, un certain nombre de choses politiques, mais aussi malheureusement militaires dont tu vas nous parler un petit peu. Donc Arnaud, la parole est à toi. Merci Président, bonjour à tous. Effectivement, l'événement du jour, il faut le dire, c'est l'épouvantable tragédie qui s'est produite ce matin en gare de Kramatorsk, cette localité du Donbass contrôlée par Kiev, où une cinquantaine de civils ont été tués en un bombardement. Alors les versions des uns et des autres sont connues. Chacun se fera une opinion en fonction des antécédents et donc de la crédibilité des uns et des autres. Je n'en dirai pas plus. Dans le registre politique et économique, peut-être d'abord l'économie, il y a eu aujourd'hui une décision de la Banque de Russie, un abaissement du taux directeur de 20% à 17%. C'est assez significatif, ce n'était pas prévu, ce qui veut dire que manifestement, Madame Nabiulina et ses services considèrent que la situation d'urgence est en train de devenir plus gérable. Quelques mots du rouble, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Le rouble, depuis 72 heures, se raffermit de façon tout à fait spectaculaire. Il était, aux dernières nouvelles, à 77 ou 78 pour 1 euro à la bourse de Moscou. Un peu plus de 70 pour le dollar, c'est environ plus 5% aujourd'hui, c'était plus 6% hier. À tel point, me semble-t-il, que ça pourrait devenir problématique. C'est-à-dire qu'on passe d'un extrême à un autre. On est passé, on s'en souvient, de niveaux stratosphériques, 120. Alors, nous avons des problèmes avec la vidéo d'Arnaud. Arnaud, tu as été coupé, je ne sais pas si tu nous entends. Déconnecte-toi et reconnecte-toi. En attendant, on va passer la parole à Igor. Igor, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un plan diplomatique alors? Des sanctions européennes et américaines dont on a... On t'a perdu pendant un temps. Ah, pardon. Où est-ce que vous en étiez resté, pardon? À stratosphérique, oui. Oui, je disais que on passe d'un extrême à l'autre finalement, s'agissant du cours du rouble, puisqu'il était, on s'en souvient, à 120, 130, 140 début mars. Aujourd'hui, me semble-t-il, si son raffermissement se prolonge à ce rythme-là, il risque d'avoir un problème pour le budget fédéral notamment. Donc, il est probable que la Banque de Russie lève une partie des restrictions qu'elle avait édictées au début de la crise. Quelques mots sur les sanctions européennes et américaines dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clair puisqu'elles ont été publiées, officiellement adoptées. En réalité, il y a peu de surprises par rapport à ce qu'on a dit lors de nos dernières séances. Quelques précisions néanmoins ou quelques confirmations. L'embargo total sur les importations de charbon, c'est confirmé, mais ça n'interviendra qu'à partir du mois d'août à la demande de l'Allemagne. Par ailleurs,
les Américains ont adopté des sanctions bloquantes à l'égard, entre autres, d'Alrosa, qui est, on sait, le grand producteur de diamants russes. Mais il y a également ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire Sberbank, Alpha Bank, ainsi qu'OSK, la grande holding publique de construction navale. Pour ce qui est maintenant de la politique intérieure, un sondage, il y en a beaucoup en ce moment, réalisé par le FTSIOM, l'Institut public ou parapublic, qui indique que 60% des personnes interrogées disent avoir ressenti l'effet des sanctions occidentales et 50% d'entre elles disent avoir été confrontées à l'absence de produits, de façon au moins ponctuelle, de produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter dans les magasins. Enfin, et toujours en prolongement de ce que j'ai dit ces derniers jours, M. Peskov, porte-parole du président, qui est de nouveau au cœur d'une mini-tempête politique, mais en fait, c'est quelque chose de très sérieux, à mon avis. Dmitri Peskov s'est exprimé ces derniers jours dans plusieurs médias occidentaux, d'ailleurs en France, entre autres, sur LCI, et sa dernière prise de parole sur Sky News crée des remous à Moscou, dans la mouvance, je dirais, nationaliste, la mouvance dure. Il a admis, je cite, des pertes significatives, que c'était une grande tragédie. Et cette fois-ci, il a été repris non plus seulement par Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, mais par Andriy Tourtchak, que peut-être vous ne connaissez pas tous, qui est l'un des responsables, des hauts responsables, l'un des dirigeants du parti Russie Unie et qui se trouve actuellement dans le Donbass. Il a conseillé, je cite, à tous les tribuns moscovites de venir dans le Donbass. Alors, il n'a pas cité nommément Peskov, mais tout le monde a bien compris à qui ça s'adressait. Donc, c'est important parce que ça veut dire que le porte-parole du président est attaqué pour sa modération. Ce qui paraît, encore une fois, inconcevable, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit dans les jours et les semaines qui viennent, ça veut dire, à mon avis, que le moment venu, et le plus tôt sera le mieux, l'accord de paix qui interviendra, je l'espère, aura beaucoup de mal, passez-moi l'expression, à être vendu non pas seulement à Kiev par Zelensky, mais peut-être aussi à Moscou par Vladimir Poutine. Voilà ce que je pouvais vous dire, et ça fait d'ailleurs une transition pour mon cher collègue Igor. Igor, c'est donc à toi. Merci Président, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, il n'y a pas pléthore d'informations sur le volet diplomatique. À vrai dire, il ne s'est pas passé grand-chose, à part quelques commentaires du côté de Kiev où on dit que les pourparlers se poursuivent en ligne au niveau des groupes de travail, mais qu'il ne faut pas s'attendre à une rencontre en présentiel entre les délégations avant plusieurs jours, puisque pour l'instant, il n'y a pas lieu de tenir un tel format. Sur le volet des garanties de sécurité, Emmanuel Macron s'est exprimé sur RTL pour dire qu'il était favorable à ce que la France fasse partie des pays qui pourraient jouer les garants de sécurité. De même que l'Italie, puisque le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a expliqué que l'Italie était prête à offrir des garanties à l'Ukraine. De l'autre côté, du côté de la Russie, Sergueï Lavrov a indiqué pour sa part que la Russie chercherait à faire rajouter la Biélorussie dans le camp des pays qui pourraient également apporter des garanties de sécurité à Kiev. Et ça renvoie à ce qu'on évoquait ici hier avec cette sortie de Loukachenko qui expliquait qu'on ne pourrait pas conclure un accord de paix sur le dos de la Biélorussie et que la Biélorussie aurait aussi voix au chapitre. Est-ce qu'il faut y voir une corrélation entre les deux événements? C'est possible, mais une fois encore, on ne sait pas encore ce qui se cache derrière ce terme de garantie de sécurité et comment est-ce qu'on va le définir. Et ça renvoie au projet de M. Zelensky de tenir une conférence pour voir quelle serait l'étendue et le périmètre de ce qu'on appelle garantie de sécurité. La plus importante information, à mon sens, c'est évidemment la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a été votée hier soir. Donc ça a été voté pour par 93 pays, contre par 24, avec 58 abstentions, sachant que 18 pays n'ont pas pris part au vote. Alors c'est intéressant de voir que la géographie de ce vote hier à l'ONU correspond quand même assez globalement à celle des sanctions qui sont prises contre la Russie, c'est-à-dire que grosso modo tous les pays occidentaux ont évidemment voté pour la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme, tandis que les pays non occidentaux se sont abstenus, donc c'est le cas de l'Inde, des Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et j'en passe.
Et pour ceux qui ont voté contre, sans surprise, on peut retrouver des pays comme la Chine, par exemple, mais aussi l'Algérie ou le Mali, qui, comme la Russie, donc, ont voté contre cette résolution. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les pays qui n'ont pas voté, qui ont préféré faire la politique de la chaise vide, probablement pour se prémunir de réactions aussi bien de la part des Russes que des Occidentaux. Et là, on retrouve des pays comme l'Arménie, comme l'Azerbaïdjan, comme le Maroc aussi, ou même le Liban, qui ont préféré ne pas courir de risques et faire donc s'abstenir même de présence dans la salle du vote, afin de ne pas, voilà, de pas se mettre à dos ni les uns ni les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi les pays qui ont voté pour suspendre la Russie, on retrouve la Serbie. Et la Serbie, en tout cas son président, le président serbe, s'est senti obligé de devoir se justifier après le vote en expliquant que son pays a fait l'objet de pressions très fortes et de menaces de sanctions s'il ne votait pas pour, puisque notamment le pétrolier serbe, l'opérateur pétrolier serbe NIS, dont l'actionnaire principal est Gazprom Neft, risquait de se retrouver dans le périmètre du paquet de sanctions européennes et par conséquent, Belgrade s'est senti en devoir de voter ces sanctions. Et dernier point sur ceux qui ont également voté, pas les sanctions, mais la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme, on retrouve la Hongrie, et ça renvoie à ce que je vous expliquais un peu plus tôt, à savoir que Orban cherche toujours à sortir, à se démarquer, à afficher une certaine proximité avec le Kremlin et à incarner une voix dissonante à l'égard des Occidentaux, mais in fine, quand on arrive sur les gestes, sur les actes, eh bien, il s'aligne et en général, il revote les sanctions, ou là, en l'occurrence, il vote la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Voilà, Emmanuel, pour l'actualité diplomatique du jour. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important, le Conseil des droits de l'homme ? Là, ça a la portée symbolique. C'est sûr que c'est une institution internationale qui est liée à l'ONU. On sait qu'il y a une dimension symbolique, une certaine dimension de prestige puisque c'est lié à l'ONU. Donc évidemment, ça va dans le sens de marginaliser la Russie. Mais concrètement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine sur le terrain, ça ne va pas avoir, à mon avis, une implication dans l'immédiat quelconque. Mais c'est dans la logique de vouloir couper la Russie, d'isoler un peu plus la Russie. Sauf que une fois de plus, ce terme d'isolement, il faut regarder dans le détail du vote et on voit que bon, certes, la Russie est suspendue. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui va, comment dirais-je, ça va pas empêcher de dormir beaucoup de monde ici, mais le fait est que sur la géographie du vote, comme je le disais, on trouve certaines corrélations qui sont pas anodines. On commence à avoir quelques questions. Vous pouvez envoyer plus de questions, on n'en a pas beaucoup. Hein. Mais on nous dit que les États-Unis estiment que les sanctions occidentales peuvent affecter 15 ans de progrès économique en Russie. Le Premier ministre de la Russie s'est fait 2 fois plus pessimiste que les Américains en déclarant devant le Parlement russe que la Russie se trouve dans la pire situation depuis 30 ans. Quel est votre avis sur ces effets néfastes de ces sanctions contre la Russie ? Pardon, il y a des projections on en a fait état ces derniers jours sur la croissance, ou plutôt la récession, autour de 8-9%. C'est extrêmement important. C'est la plus importante depuis 92 ou 93. C'est supérieur à ce qui avait été enregistré en 2009. La question est de savoir, encore une fois, combien de temps dure la phase chaude de la crise, quelles sanctions sont maintenues de façon permanente et comment se réorganise durablement l'économie russe, à la fois sur le front intérieur. Mishustin fait entendre des notes assez intéressantes. Il fait appel à la liberté d'entreprendre. Ce serait effectivement le moment de remettre beaucoup de choses à plat. Je ne suis pas certain que le contexte politique s'y prête beaucoup en réalité. Donc 15 ans de progrès économique, c'est ce qu'a dit effectivement le président américain. Mishustin lui, ne parle pas de rayer 30 ans de progrès. Il dit simplement que c'est la situation la plus sérieuse depuis 30 ans. Donc, difficile à dire, mais il est évident que c'est un choc majeur et que la trajectoire économique, politique et internationale de la Russie sera affectée très durablement par ce qui se passe, à la fois par ses choix, mais aussi par les sanctions. Et d'un autre côté, nous ne sommes pas dans la même situation qu'il y a 15 ans non plus, ou qu'il y a, a fortiori, qu'il y a 30 ans. Parce que nous sommes dans une économie qui est quand même beaucoup plus développée aujourd'hui
aujourd'hui qu'elle l'était par le passé. Et donc, on voit l'effet des sanctions, mais ce n'est pas tout à fait le même que la crise de 1997 qui avait fait, qui avait eu un impact, 98, pardon, qui avait eu un impact absolument dramatique. Tous les effets de la croissance entre 95 et 98 étaient retombés. Et on était retombé dans une Russie complètement effondrée en l'espace d'un mois ou deux. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, le choc des sanctions se tient, enfin, est quand même beaucoup plus intense qu'ils ne le furent par le passé. Et il n'y a pas encore d'hyperinflation, oui. On nous demande, il n'y a pas beaucoup de questions, hein, donc vous pouvez rajouter des questions. On nous demande où sont les relations de la Russie avec des pays comme la Croatie, le Monténégro et Chypre. En tout cas, pour ces trois pays, ils ont tous voté en faveur de la suspension de la Russie du Conseil, comme je l'évoquais tout à l'heure. Bon, sorti de là, il n'y a pas de développement particulier qui affecte ces relations spécifiquement. Depuis le 24 février, j'ai pas relevé une actualité qui est particulière. Donc, Alors, on nous fait remarquer que par rapport à la crise de 98 dont je parlais, qu'en 99, la Russie avait rapidement repris, ce qui était vrai. Mais est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce sera le cas? Alors là, Personne n'en sait rien, mais vraisemblablement pas. En tout cas, le rebond ne sera pas mécanique, comme ça avait été le cas, effectivement. Alors, en 99, c'était reparti, mais c'était reparti surtout en 2000. 2000-2001, effectivement, après, avec des trajectoires de croissance à la chinoise de l'ordre de 7% jusqu'à la crise de 2008. Donc, personne n'anticipe un rebond immédiat et de cette ampleur. L'enjeu, c'est de savoir, d'abord, de connaître l'ampleur de la récession cette année et de voir si les Russes font ce qu'ils disent depuis longtemps, c'est-à-dire s'ils réorganisent effectivement en profondeur leur économie en tenant compte des nouvelles réalités. Il y a eu beaucoup de discours, y compris depuis 2014. On voit aujourd'hui qu'une partie seulement de ces plans ont été mis en œuvre. On nous demande sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau des sanctions actuelles? C'est 25 ou 26, je pense. Pardon? Je pense que c'est 25 ou 26 sur une échelle de 1 à 10. Mais non, elles sont fortes, elles sont très fortes. En fait, la Russie n'a jamais subi de telles sanctions. Elles peuvent être plus fortes, bien évidemment. On peut imaginer une coupure complète, mais qui n'est pas souhaitable, et j'espère que nous n'en arriverons pas là. Sur un autre sujet, le sujet des VKS, donc les permis de travail, vous vous souvenez qu'on avait donné l'information il y a 1 ou 2 semaines que les VKS pouvaient obtenir un VNJ, donc un permis de séjour. Est-ce que cette information est correcte? L'information est correcte, mais la loi n'est pas passée. Non, Pavel, est-ce que tu es… Encore, non. Bon, donc ça, on vous informera dès que la loi passera, mais en tout cas, c'est toujours la volonté du gouvernement pour l'instant. Mais soyons prudents et on vous le dira, on vous tiendra au courant. Les transferts bancaires en euros depuis les banques européennes vers les banques russes sur liste SDN américaine sont-ils encore autorisés? Non, c'est pas possible, je pense. Si on est sur une liste SDN américaine, on peut faire aucun virement. Surtout que ces banques-là, je pense, sont privées de SWIFT, non? A priori, oui, mais de toute façon, il n'y a aucun transfert de devise qui est possible. Il n'y a aucun transfert de devise qui est possible, me semble-t-il. Déjà que c'est plus compliqué dans le sens vers la Russie. Là, avec les banques qui ont été rajoutées sur la liste SDN, ça paraît infaisable. En tout cas, Sberbank a annoncé la suspension de tous ses virements en devises vers l'étranger dès cet après-midi, dans l'autre sens. Alors, à ta réponse de 26, on a un petit smiley sur toi, sur ton nom. On nous appelle aussi les mousquetaires. On nous demande si on a du nouveau sur le projet de loi sur les dirigeants étrangers. Pavel. Merci, Porthos. Et ça le fait rire. Oui, alors contrairement au ton prime-sautier, hélas, la situation ne l'est pas du tout. Le projet de loi scélérat, tel qu'on l'a baptisé ici à l'antenne, est aujourd'hui déjà à la Douma et incessamment sous peu en première lecture. Et tous les warnings sont allumés, tout le monde téléphone, écrit, intervient pour essayer
de bloquer tout cela, en tout cas d'obtenir des amendements qui le videraient de sa substance, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça constitue tout simplement une déclaration de guerre en bonne et due forme à la communauté des investisseurs étrangers. On saura plus la semaine prochaine. Une question politique, je pense, c'est pour toi, Arnaud. Croyez-vous plausible l'hypothèse selon laquelle les déclarations récentes, apparemment antagonistes, Peskov, etc., servent en réalité Poutine pour mieux cerner l'état d'esprit de son entourage et des décideurs russes avant de s'exprimer lui-même? Peut-être. Bon, ceci dit, je pense que Poutine connaît assez bien son monde, hein. Est-ce que tout ça n'est qu'une mise en scène? Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que ça met en évidence de nouvelles positions, de nouveaux clivages, des durcissements et des choses assez inattendues, encore une fois. Donc, est-ce que ça peut servir Poutine? Peut-être, mais je ne suis pas certain. Encore une fois, dans l'échelle des valeurs, si j'ose dire, du Kremlin, l'unité des élites est ce qu'il y a de plus précieux. Or, ce sont des signaux qui vont exactement dans le sens inverse. C'est le servir dans le sens pour l'aider à comprendre. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il connaît l'opinion des gens qu'il souhaite, qui comptent pour lui, si tant est qu'il y en ait vraiment. On a beaucoup parlé des oligarques russes, mais pas du tout des oligarques ukrainiens dans la presse occidentale. Les médias russes officiels parlent-ils des oligarques ukrainiens à qui, dans le passé, ils reprochaient beaucoup de choses? Non, c'est un sujet un peu périphérique. Alors, il y a Forbes hier qui a publié un long papier précisément sur les oligarques ukrainiens qui ont perdu 10 milliards depuis le début de l'intervention russe. Ils sont plutôt discrets, me semble-t-il, dans les médias et ailleurs. Le président Zelensky, de façon assez compréhensible et assez légitime, occupe l'ensemble de l'espace. On les voit et on les entend beaucoup moins, par exemple, qu'en 2014-2015, où on se souvient des gens comme Kolomoïski, par exemple, avaient joué un rôle majeur dans l'organisation de la mise en place de systèmes de défense. Ça veut dire aussi que l'État ukrainien est sans doute plus structuré, sans aucun doute même plus structuré aujourd'hui qu'en 2014-2015. Donc les oligarques ukrainiens ne sont pas au centre de l'actualité et on peut le comprendre. Petite précision, on nous demande si les VKS obtiendraient un permis de séjour à vie ou à échéance de leur contrat. Alors, ça serait en l'échange du VKS et ça serait à vie. Mais il faudrait voir la loi pour quand même en être certain. Une remarque, on nous dit, j'ai discuté avec une députée LR européenne au sujet des sanctions. Je lui ai fait remarquer que cela n'avait pas la portée qu'ils escomptaient et que cela pénalisait les Européens et donc que c'était dommage de les empiler. Elle m'a répondu que je ne comprenais rien aux symboles, donc ces sanctions ne sont pas logiques mais symboliques, du moins pour l'Europe. Sur le sujet des nationalisations, on nous demande si on a des informations sur le projet de loi des nationalisations des biens détenus par les personnes physiques et morales des pays inamicaux. Est-ce réellement applicable? Doit-on se préparer à perdre nos appartements? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de projet de loi pour l'instant, on n'en a pas vu, et je ne pense pas que ce soit l'intention du gouvernement de prendre les biens des personnes physiques étrangères. Oui, je crois que notre auditeur fait une confusion avec le projet de loi que nous venons d'évoquer, qui est dirigé contre les entreprises étrangères appliquant les sanctions décidées contre la Russie. Mais n'est pas du tout dirigé contre des personnes physiques. En tout cas, Mishustin, hier, qui s'est exprimé assez longuement, n'est pas vraiment revenu sur ce sujet-là. Ouais, à la différence d'ailleurs de Medvedev qui vient de faire de nouvelles déclarations sur les sanctions occidentales et qui, lui, est dans un registre beaucoup plus dur. Donc, il y a plusieurs sons de cloche. Mais très concrètement, les particuliers ne semblent pas visés. Alors, quels sont les secteurs où la Russie peut être autonome économiquement? Bon, l'énergie.
Tout ce qui est matière première, bien évidemment. Oui, autonome, enfin, autonome, sauf si elle ne peut plus exporter, ce qui ne semble pas à l'ordre du jour. Mais vous savez, même aucun pays n'est totalement autonome, sauf peut-être la Corée du Nord, et encore, c'est pas certain. Donc, ça veut dire que d'un côté, marginaliser la Russie et vouloir la couper des circuits économiques est évidemment illusoire. Mais pour la Russie aussi, une complète autonomie n'est pas vraiment possible. Je ne parle même pas de l'aspect souhaitable ou pas. Donc, quoi qu'en pensent les dirigeants russes et quelle que soit leur décision, se couper encore une fois des circuits internationaux, des circuits technologiques et difficilement n'est pas vraiment une option. On me demande aussi si nous avons des nouvelles informations plus concrètes sur la décision de l'Union européenne d'interdire les transports de marchandises vers ou depuis la Biélorussie et la Russie. Ce sont les opérateurs, donc les transporteurs russes et biélorusses qui seraient interdits d'opérer sur le territoire de l'Union européenne. À deux exceptions près, les biens alimentaires et tout ce qui est lié aux médicaments, donc le secteur de la santé et de l'alimentaire. On nous demande des nouvelles d'Armietov, l'oligarque ukrainien. Est-ce que vous en avez entendu parler récemment ou non? La dernière fois qu'on l'a vu vraiment, alors bon, je ne suis pas Armetov quotidiennement parce qu'on a beaucoup d'autres sujets, hein, mais on se souvient de sa visite à Mariupol à la mi-février, pas très loin des usines où se déroulent actuellement les opérations militaires. Il avait pris la parole au tout début, me semble-t-il, fin février, en exprimant le souhait d'une paix rapide. Depuis, me semble-t-il, il ne fait pas vraiment parler de lui. Bon, on nous dit qu'il y a une vidéo qui tourne sur le web montrant des oligarques ukrainiens faisant la fête à Courchevel. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Oui, il faut faire attention. Hein. Il faut faire très attention à ce genre de vidéo. Possible, mais pas forcément de 2022. Oui, et puis je ne sais pas comment on fait la différence entre des Ukrainiens et des Russes. On les connaît. Quid des mouvements de diplomates? Mais je crois que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Côté russe, en tout cas, ils n'ont pas fait d'annonce. Si, les Russes ont annoncé l'expulsion de 45 Polonais. Donc, c'est la première vague de réponse. Ça concernerait l'ambassade à Moscou, mais également leur consulat. Et des consulats, ils en ont beaucoup, jusqu'à Irkoutsk, pour les raisons que l'on sait. Donc, les premières rétorsions concernent les Polonais. Mais de toute façon, il n'y aura pas de surprise, au sens où ils vont expulser le même nombre de diplomates occidentaux, européens, qui ont été expulsés de ces pays-là. Hein. Et je crois qu'ils ont aussi expulsé des Lituaniens et des Estoniens, non? J'ai entendu ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu. Je n'ai pas vu passer, mais ça va arriver de toute façon, ça c'est sûr. On nous parle de la Crimée qui a fait une demande dans ce sens, mais je ne suis pas bien sûr de comprendre la question. Oui, la Crimée a fait une demande La Crimée aurait fait la demande d'initier un projet de loi sur la nationalisation des biens des ressortissants de pays inamicaux. Sur la Crimée, si je puis me permettre, Pavel, il y a une spécificité, pour autant que je puisse le savoir, ça concerne... Eh bien, nous ne savons pas ce que ça concerne. Toujours pas. Toujours pas. Bon, on va... Bon, mais sans vouloir devancer. Eh bien, à lundi. Non, on va attendre que notre ami Arnaud, tu es là? Je suis là. Ouais, tu as été coupé et tu as dit sur la Crimée, cela concerne et on a... Les Ukrainiens, je pense que ces dispositions, en tout cas ce projet de loi déposé par la Crimée, les autorités de Crimée visent directement et spécifiquement les biens d'oligarques, d'anciens, de hauts fonctionnaires, en tout cas de citoyens ukrainiens. Donc là, il y a une vraie spécificité. Ce qui est ce que nous précise un autre auditeur d'ailleurs concernant les... cela concerne surtout les oligarques ukrainiens. Mais pas seulement, dit-il.
On nous dit aussi, savez-vous ce que veut dire l'interdiction de vendre des billets de banque à toute personne physique russe? C'est dans le dernier paquet de sanctions européens. Je ne l'ai pas vu, ça. Les Européens et les Américains, dès le début, ont annoncé qu'ils cessaient de livrer des billets, des euros et des dollars sous forme physique. Alors, il se dit que la Russie avait constitué de très grands stocks. Bon. Et on sait par ailleurs que la Banque de Russie a imposé des restrictions au change. C'est-à-dire qu'un particulier, aujourd'hui, ne peut pas obtenir, en tout cas dans des conditions très particulières, du cash en euros ou en dollars, s'il est citoyen russe. Alors on nous dit, j'ai été convoqué hier par ma banque pour présenter nos papiers d'identité pour toute la famille. Pardon, moi française, mon mari russe et nos 2 enfants binationaux. Nous avons un compte joint. Pensez-vous qu'il y a un risque de blocage? Alors madame, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes en France ou en Russie. Si vous êtes en France, est-ce qu'on peut bloquer un compte joint? Je n'en sais rien, sachant que vous êtes française. En Russie, non, je ne pense pas qu'il y ait des risques de alors voilà, vous nous dites en France, mais je ne pense pas qu'il y ait... Enfin, oui, il peut y avoir un risque de blocage, mais que va faire... Alors, vous êtes au Crédit Mutuel, que va faire le Crédit Mutuel? Je n'en sais rien. Crédit Mutuel dépend de quel réseau? C'est pas le... J'ai oublié de quel réseau. C'est à part, c'est un réseau indépendant. Bon, et, non, désolé, on a vu plusieurs personnes russes en France se faire bloquer leur compte. Voilà, donc je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Et là, si les Européens bloquent les camions russes, les Russes pourraient bloquer les camions européens. Non, pas vrai. Enfin, oui, bien sûr, ils peuvent le faire, mais alors ça n'a vraiment pas leur intérêt parce que on a besoin aussi quand même d'un certain nombre de choses pour pouvoir faire fonctionner soit que ce soit les usines ou que ce soit la vie de tous les jours. Ils ont besoin d'importation. Donc, je ne pense pas que les Russes en arrivent là. On nous demande aussi si tout est prêt à l'ambassade pour le vote dimanche. Ont-ils des bulletins et des enveloppes? Alors, nous avons dîné hier soir avec le consul qui nous disait que tout était prêt. Donc, j'imagine qu'ils ont les bulletins et les enveloppes, ou peut-être les écrivent-ils à la main. Mais vous faites peut-être référence à la pénurie de papier, qui font les ramettes de papier ont connu une inflation au point que le parti Spravедливая Россия, Russie Juste, a émis une proposition de supprimer les épreuves de baccalauréat cette année, ce qu'on appelle le ЕГЭ, à cause de manque de papier pour les élèves. Donc, on en arrive à des situations absolument kafkaïennes où on ne sait pas très bien si c'est la réalité ou le sarcasme qui prévaut. Les bulletins pour les élections françaises sont envoyés, fournis par les candidats eux-mêmes. Donc, ça vient de France. Gilles sera présent de 8h du matin à 19h dimanche. Donc, pour ceux qui votent à l'ambassade de France, ils le verront. On nous dit, madame qui est en France au Crédit Mutuel, on nous dit si vous faites bloquer votre compte, vous devriez avoir la possibilité d'ouvrir un compte dans un bureau de tabac. Alors là, je ne sais pas de quoi on parle. C'est une facilité qui existe, par exemple, pour les personnes interdites bancaires. De toute façon, si votre mari est franco-russe, il y a un droit au compte qu'on peut demander à l'ambassade, pas l'ambassade de France, mais à la Banque de France, qui marche, mais après, vous avez des difficultés pour faire fonctionner votre compte en banque. Le bureau de tabac, c'est des petites enveloppes Revolut, tu sais, qui te permettent d'ouvrir un compte. Oui, alors dans les bureaux de tabac, j'ai cru voir que vous pouvez acheter des sortes de petites enveloppes. C'est des comptes qui sont des comptes non liés à des banques physiques et qui vous permettent d'avoir un RIB et de faire des opérations courantes, mais il faut vous renseigner sur un site français pour cela. Mais vous voyez, j'ai une information en direct de mon frère qui nous écoute et avec lequel j'ai
j'ai un conjoint au CIC et qui me dit que, voilà, j'apprends que notre compte joint est bloqué parce que je vis en Russie. Voilà, donc vous avez un peu la réponse à votre question, madame, parce que je suis français, je suis pas russe, mais parce que je vis en Russie, on nous a bloqué notre compte joint avec mon frère. Donc vous avez un risque, effectivement, que votre compte joint soit bloqué au Crédit Mutuel. Merci à mon frère. Oui, alors on nous demande qui est D'Artagnan dans l'équipe. D'Artagnan est un mousquetaire arménien, comme son nom l'indique. On nous dit, bref, on vit dans la crainte. Madame nous dit, bref, on vit dans la crainte. On a quand même de jeunes enfants, c'est dramatique. Ouvrez un compte à votre nom, madame. Si vous n'en avez pas déjà un, ouvrez un compte à votre nom. Mais si vous n'êtes pas résident russe, au moins on ne pourra pas bloquer votre compte. Oh là, je vais y arriver. On dit bravo Pavel pour ses blagues. Ne soutenez pas Pavel, s'il vous plaît, quand il fait des blagues. On nous dit aussi que ça devient ridicule, il faudrait faire une class action contre les banques françaises. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, mais il faudrait regarder ce qu'on pourrait faire. Mais je suis d'accord avec vous, ça devient ridicule. Sur quoi s'appuient les banques pour bloquer des comptes sur ce qu'elles veulent? Parce que de toute façon, les banques ont le droit de fermer votre compte sans vous en donner la raison. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire. Loin de là, on peut porter plainte auprès des banques et j'ai vu un Russe qui, il y a quelques années, avait porté plainte auprès d'une banque parce qu'on avait fermé son compte et qui a eu gain de cause. On nous demande si on peut avoir une battle de blagues Gilles Pavel. Non. Qui va répondre du fait que des millions de Russes vont être en grande difficulté à cause des sanctions absurdes? Personne, bien évidemment, puisque on nous explique que que les sanctions est la seule chose qui puisse faire arrêter la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne livre aussi des armes. On nous dit qu'il faut saisir un médiateur, mais c'est peut-être ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on regarde ça, si on peut pas saisir un médiateur bancaire. Mais en tout cas, c'est une chose que vous pouvez faire, madame, c'est saisir le médiateur du Crédit Mutuel si jamais on en venait à bloquer votre compte. Eh bien, on n'a plus de questions, c'est formidable, on a répondu à toutes les questions, mais on avait un invité surprise et qui va nous parler justement, vous connaissez déjà cet invité surprise, et il va nous parler de l'immobilier, c'est Michel Pascalis. Alors Michel, voilà, te voilà en direct à la télévision, Michel. Merci Président et bonjour. J'avais promis à Emmanuel de faire un petit point sur l'immobilier parce qu'un mois et demi après le début des opérations militaires, on peut se poser la question où en est ce secteur alors que le taux de la Banque centrale était à 20%, il est passé à 17% aujourd'hui, que les importations, les approvisionnements sont devenus un vrai challenge et que les sanctions ne cessent de s'alourdir. En fait, on va s'apercevoir que la situation ou l'évolution qu'a connue l'immobilier, et je vais parler aujourd'hui de l'immobilier résidentiel, est assez paradoxale. Alors, d'une part, de quoi on parle? L'immobilier aujourd'hui, en Russie, c'est 13% du PIB, c'est 15 millions d'employés, et ça représente environ 17% de la population active. Concernant l'immobilier, le logement, on va dire ça, c'est bien sûr la partie la plus importante de l'immobilier. C'est pour ça qu'on fait un focus aujourd'hui là-dessus. Par rapport, en contrepartie, le reste de l'immobilier, c'est l'immobilier ce qu'on appelle commercial, c'est-à-dire les hôtels, les bureaux, les entrepôts et le commerce. Alors depuis 8 ans, l'immobilier, donc le logement, a connu un vrai boom en Russie, boosté en fait par l'augmentation et le développement des prêts immobiliers, qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années en fait, et aujourd'hui qui représentent 80 ou 90% des ventes. L'année 2021, pardon, c'est quoi? C'est en fait 92 millions de mètres carrés de logements
qui ont été donc construits en Russie. Ça représente quoi, 92 millions? C'est à peu près 1,8 million d'appartements ou de logements. 92 millions de mètres carrés, c'est 1,8 million d'appartements, alors qu'en France, pour vous donner une idée, on est à exactement 386 000 appartements l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est 5 fois plus, il y a 5 fois plus de logements qui ont été délivrés en Russie qu'en France, alors que la population russe est environ 2,2 fois plus que la population française. C'est-à-dire qu'en fait, le logement en Russie, ça représente 2 fois et demi l'activité qu'il y a en France, par tête d'habitants. Alors, quelle est l'ambiance? Aujourd'hui, je vais parler de l'ambiance, parce que c'est important. J'ai vu pas mal d'acteurs de l'immobilier résidentiel les semaines qui viennent de se dérouler. Et on peut dire, la première chose qui est marquante, je dirais, c'est que après un choc, je dirais, les premiers jours, les premières semaines, les acteurs principaux de l'immobilier ont acté le fait qu'il y avait une crise énorme, une crise très importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'acter? Ça veut dire bien sûr qu'on ne parle pas de l'opération militaire, c'est un sujet qui est tabou. Par contre, ce que les dirigeants disent, c'est que bon, on est dans la merde et il va falloir maintenant s'en sortir et retrousser les manches. Et ça, il y a une certaine effervescence, je dirais, d'actions qui sont concrètes, je dirais, dans la plupart des entreprises immobilières, qui fait qu'on avance en fait sur l'expérience qu'on a eue par le passé, sur les crises, les 5 crises, je dirais, c'est la 5e crise que certains ont connue. Donc il y a des réflexes aujourd'hui, mais en tous les cas, ils ne sont pas en train de regarder tous les jours, je dirais, les news, et ils agissent. Par contre, compte tenu du fait que les sanctions sont tellement importantes, la vision de l'avenir est encore très incertaine. Alors ça, c'est concernant l'ambiance. Concernant les ventes, alors c'est peut-être là où il y a le paradoxe le plus intéressant. Le mois de mars, alors d'une part, on a dit qu'il y avait un boom dans l'immobilier, l'année 2021 était très bonne, mais le mois de mars a été un mois exceptionnel. C'est-à-dire les ventes de logements ont fait boom, quoi. Il y a eu un boom de ventes de logements en mars. Alors ça peut paraître étonnant a priori parce que les sanctions ont commencé à pleuvoir en février, fin février, début mars. Mais en fait, il y a 2 raisons principales qui expliquent ce boom. La première, c'est qu'au début de la crise, il y a eu le rouble a dévissé de près de 50% et l'immobilier, pour certains, est devenu une valeur refuge. Donc, quand on a vu, il y a eu énormément de ventes juste au moment où le rouble a dévissé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que beaucoup de crédits avaient été accordés, les ventes n'étaient pas encore signées, mais les crédits accordés aux anciens taux, c'est-à-dire à 7-8%, et les gens se sont dépêchés de signer en fait l'achat de leur appartement aux anciens taux, qui ont en fait arrêté le Sberbank a arrêté ses anciens taux seulement à la fin du mois de mars. Donc pendant tout le mois de mars, à partir du moment où vous aviez un accord sur le crédit avant, vous pouviez signer votre appartement. Donc ça explique, je dirais, cet épiphénomène donc de boom des ventes en mars. La construction maintenant. Alors la construction, il est pratiquement impossible aujourd'hui de trouver un ascenseur, de trouver des équipements pour l'air conditionné. En règle générale, de trouver tout ce qui est ingénierie, c'est compliqué. Par contre, les Chinois sont très présents et le secteur de l'immobilier se tourne vers la Chine, clairement, pour régler ces problèmes d'approvisionnement. Et quand on écoute les gens de l'immobilier, ils disent entre 2 et 6 mois, on va résoudre le problème d'approvisionnement. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des retards de chantier sur les choses parce qu'ils sont en cours, mais on va trouver des solutions. Bon, ils estiment ça entre 2 et 6 mois. C'est en fait le 2 et 6 mois, c'est le retard qu'on prend les chantiers en général. Ça, c'est la construction.
Alors, bien sûr, le plus important, c'est le taux d'intérêt. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe avec des taux d'intérêt? Est-ce qu'on peut l'immobilier, le logement sans crédit? C'est pas possible. Surtout aujourd'hui, qu'il y a 90% des appartements qui étaient achetés à crédit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec le taux de 20% de la Banque centrale, qui était actuel jusqu'à ce matin, ça paraissait compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu, bon, le gouvernement est au courant, le Marat Khusnuline, qui est le ministre de la Construction, s'est entretenu avec les principaux acteurs, que ce soit PIC, MR Group et autres, et ils se sont mis d'accord pour subventionner jusqu'à un certain montant les crédits à l'immobilier. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donne à partir du 1er avril? À partir du 1er avril, donc, on peut obtenir un prêt à 12%. Avant, c'était 7%, d'accord, maintenant c'est 12%. Donc, sur 30 ans, avec un apport de 15%. Alors, pour la région de Moscou, pour Saint-Pétersbourg et la région de Saint-Pétersbourg, pour un maximum d'achat de 12 millions de roubles. Pour toutes les autres villes, pour un maximum d'achat de 6 millions de roubles. Alors, une petite idée de ce que ça veut dire 12 millions de roubles d'achat, ça veut dire environ, à Moscou, c'est 35 mètres carrés dans ce qu'on appelle l'économie class. D'accord? Donc, on peut acheter à 12%, 35 mètres carrés, avec un crédit à 12%. Si on compare ça à l'inflation qui est prévue de 15 à 20%, ça paraît pas énorme. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il y a un phénomène risque qui est autre chose que l'inflation elle-même, et donc ça forcément, c'est quand même des taux très élevés. Mais certaines entreprises, par exemple PIC, subventionnent un peu plus encore ces prêts prêts hypothécaires, et PIC propose aujourd'hui 10%, non pas 12, mais 10% sur 30 ans. Bon, en fonction de sur 30 ans, mais sur n'importe quel, sans limite d'achat. C'est-à-dire vous pouvez acheter un appartement, quel qu'il soit chez PIC, et vous pouvez obtenir 10% de prêt hypothécaire. Alors ça, c'est ce qui s'est passé en mars. Maintenant, l'avenir. Il est évident que ce qui s'appelle le boom, je dirais, des ventes en mars, c'est un épiphénomène, c'est fini. Il y a eu un réel effort sur les taux hypothécaires. Le sourcing semble une chose que les gens sont assez optimistes, je dirais, de résoudre le sourcing, non plus par les entreprises européennes, mais grâce aux Chinois. Mais il n'y a pas de doute, le secteur va être impacté. Qu'est-ce que font aujourd'hui les promoteurs immobiliers donc de logement? Ils font deux choses. Ils continuent tout ce qui est commencé et ils gèlent tout ce qui n'est pas, tous les projets non commencés. C'est à peu près la tendance aujourd'hui qu'il y a. Donc, tout ce qui est en cours de construction sera construit parce que c'est une chose, c'est un réflexe que tout le monde a. Là, il faut finir ce qui est en construction. Par contre, il y a un gel de ce qui n'est pas commencé. Il commence, semble-t-il, à avoir des licenciements. On va donner un exemple des bruits. Alors, je n'ai pas la preuve, je n'ai pas la confirmation, mais il y a des gens licenciés qui en parlent dans la presse. Chez PIC, qui est le plus gros promoteur immobilier en Russie, il y a un bureau d'études et un bureau d'architectes qui est 2000 personnes. C'est le plus gros bureau d'architectes et bureau d'études russe aujourd'hui. Sur les 2000 personnes, il semblerait qu'ils ne gardent que 500 personnes. D'accord ? Il semblerait, encore une fois, c'est pas confirmé, et pour finir les choses existantes. Voilà, Président, un petit point sur l'immobilier. Mais merci beaucoup. Athos, Porthos et Pascalis. Voilà, on nous demande le marché résidentiel du centre de Moscou est-il en hausse ou en baisse? Pour l'instant, il est stable, non, en prix? Alors, en prix, en mars, il a augmenté. Les prix ont augmenté en roubles, ils ont forcément ils baissaient à l'époque en dollars, mais maintenant ça. Il a un peu augmenté. Je pense que les prix vont. Je pense que mars est vraiment un épiphénomène, donc au mieux ils vont stagner. D'accord. Je pense. Une dernière question, Arnaud. La marche des immortels du 9 mai est-elle confirmée ou non? Ou peut-être Igor, le savez-vous? Arnaud, on ne t'entend pas.
Oui, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Par contre, comme le disait Igor hier, les préparatifs pour le défilé militaire du matin sont enclenchés. Mais pour l'après-midi, je n'ai pas d'informations particulières. D'accord. On nous a donné le nom du médiateur de la Banque de France qui s'appelle Nicolas de Seze, S-E-Z-E, donc que vous pouvez trouver sur le site de la Banque de France et que vous pouvez aller voir. Voilà, donc Arnaud reviendra en Russie, hein, parce qu'on nous pose de nouvelles, Arnaud, pour savoir si tu vas revenir, mais tu reviendras. J'ai même mon billet, pour tout vous avouer. Voilà, il a un billet, on vous fera la surprise de son retour. Pavel, quelques mots? Donc oui, je vous rappelle pour les membres de la Chambre présents à Moscou, jeudi prochain 14 avril à 19h, nous organisons une rencontre de la communauté d'affaires. Pardon, les détails sont sur notre site. Le fil Telegram, CCI France-Russie et la hotline continuent de fonctionner. Et nous retrouverons après ce week-end électoral, tout du moins en France, à 17h30 lundi, heure de Moscou, 16h30 heure de Paris, heure d'été, avec le même lien. On m'a écrit qu'Emmanuel serait absent cette semaine. Mais Igor, Arnaud et moi serons avec vous. Tu repars à la chasse alors dans le Grand Nord? Je suis là, je reste là la semaine prochaine, je serai là. Arnaud ne rentre pas par la Serbie, mais par Istanbul. Et j'embrasse mon frère qui est en France. Donc, merci beaucoup, merci à tous. La CCI France-Russie reste à vos côtés. Tenez bon. Bon week-end et à lundi prochain. Au revoir.